Bon alors, les premiers tests pour la B580 d'Intel sont sortis, on va donc aller voir ce que ça donne pour se faire un premier avis sur la nouvelle génération de cartes graphiques d'Intel. Allons voir ça juste après la fiche sponsor, c'est parti. Alors, petit changement qui n'en est pas vraiment un pour le sponsor de la chaîne, vous connaissez sûrement Godil24 qui accompagne la chaîne depuis maintenant pas loin de 2 ans, eh bien on bifurque maintenant sur KissFan, qui est un autre site de la même boîte, mais c'est exactement la même chose. On retrouve donc les classiques, ainsi que les mêmes codes promo et réductions avec les clés Windows 10 Pro à moins de 9€, et les clés Windows 11 Pro pour moins de 14€ avec le code de la chaîne VCG50. Et pour les clés Office ou les packs Windows plus Office, vous bénéficiez de 62% de réduction avec le code VCG62. Au niveau du paiement, le processus est expliqué en bas de la page de l'offre qui vous permettra de choisir votre moyen de paiement par carte ou PayPal. Et au moment de recevoir les clés par mail avec les instructions pour les utiliser, n'oubliez pas de vérifier que le mail ne soit pas dans votre répertoire spam au cas où. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter le service client qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 qui vous accompagnera au plus vite. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé, car ça vous permet de soutenir la chaîne qui survit en grande partie grâce à ce partenariat, tout en ayant quelque chose en retour. Donc un grand merci à vous pour votre soutien et à KissFan qui sponsorise cette vidéo. Alors avant de parler de cette B580, ça me paraît important de rappeler plusieurs choses au sujet des cartes de première génération d'Intel, les A770 et A750, puisque j'ai fait un gros comparatif dernièrement entre la RTX 3060 et la 770, 2 ans après sa sortie, pour suivre un petit peu l'évolution des drivers et des performances face à sa grande rivale. Et j'ai aussi l'occasion de tester les cartes d'Intel très régulièrement, lorsque je teste les jeux à leur sortie. Et les deux me permettent de voir un petit peu que globalement, même si les drivers d'Intel pour sa première génération sont dans un bien meilleur état qu'à leur sortie, tout n'est pas parfait. Il y a toujours quelques jeux qui se lancent pas, surtout des titres un petit peu plus anciens. Les performances dans les vieux jeux ne sont pas toujours très stables non plus, comparé à la 3060. Et pour les jeux récents, j'ai remarqué dernièrement des performances plutôt décevantes pour Arc. Même sur les 3 derniers jeux que j'ai testés sur la chaîne la semaine dernière, sur Path of Exile 2 par exemple, Arc arrivait au même niveau de performance qu'une GTX 1060. Chez moi, pour Marvel Rivals, les cartes Arc ne voulaient tout simplement pas fonctionner. Et pour Indiana Jones, la 770 est significativement sous la RTX 3060, comme dans pas mal de jeux récemment. Donc, même si je suis beaucoup moins réticent au sujet des cartes Intel en général maintenant qu'il y a même encore un an, il est quand même important de se rappeler que vous rencontrerez sûrement plus de soucis et des performances plus fluctuantes en fonction des jeux que chez les concurrents, puisqu'Intel n'est toujours pas au niveau d'AMD et encore moins d'NVIDIA au niveau de la stabilité des performances en jeu. Autre point négatif à prendre en compte, c'est qu'il faut quasi obligatoirement avoir un combo processeur-carte mère supportant le resizable bar pour que les cartes Intel fonctionnent correctement en jeu. Et c'est un gros point faible pour cette B580, puisque par exemple pour faire un dernier upgrade d'une vieille machine, ça limite fortement ici l'intérêt des cartes d'Intel pour ceux qui tournent encore sur des plateformes, par exemple Intel Core génération 6, 7 ou 8 par exemple. Pour ces utilisateurs-là, la RTX 3060 ou la 6700 XT chez AMD me paraissent quand même plus adaptées aussi pour leur 16 lignes PC Express, sur des anciennes générations en PC Express 3.0 par exemple, puisque c'est vrai que la plupart des cartes d'entrée de gamme à l'heure actuelle tournent sur 8 lignes PC Express 4.0, tout comme cette B580 d'Intel. Donc c'est vrai que d'entrée de jeu, les nouvelles cartes d'Intel se destinent plus à des configs budget relativement récentes. Pour la sortie, qui aura lieu aujourd'hui à 15h, on a entendu dire que le modèle LE, le Limited Edition de chez Intel, ne serait pas vraiment dispo en France, et ce jusqu'en 2025. Alors qu'il devrait y en avoir en Europe, ce qui est quand même assez frustrant, puisque du coup nous on ne pourra pas les acheter. Et pour les modèles des partenaires, jusqu'ici on a vu que les boutiques du groupe LDLC proposaient des précommandes sur 2 modèles de chez ASRock à des prix totalement délirants, 360-370 €, soit pas loin de 100 balles de plus que le tarif recommandé, c'est absolument n'importe quoi. Donc bon, comme pour le 9800 X3D il y a quelques semaines, si les nouvelles cartes d'Intel vous intéressent, faudra probablement mieux guetter les boutiques en Allemagne et en Espagne que les boutiques françaises, en dehors de peut-être un prix plus compétitif dans les autres boutiques que celles du groupe LDLC. Donc gardez un œil, je dirais, sur Grobil et Cybertech par exemple, qui ont souvent des stocks le jour de la sortie aussi. Il y a également potentiellement Infodiscount, même si comme on peut le voir ici, les listings qui ont été mis jusqu'ici, on est à 360 et 350 balles, c'est pas vraiment encourageant non plus. Puisque n'oubliez pas que le tarif recommandé par Intel pour la B580 c'est 250 $, soit normalement 280-290 € chez nous après conversion euro-dollar et ajout de la TVA. Alors une fois qu'on a dit ça, allons voir ce que ça donne au niveau des premiers tests. Alors je vais surtout observer les moyennes des différents sites. Je dirais pour pas pomper tout leur taf, je vous invite fortement donc à aller voir les résultats sur les jeux qui vous intéressent. Une moyenne, ça reste un indice qui vous donnera pas toutes les infos.
Et chez Tech Power Up, eh bien on peut voir qu'ici, en 1080p, la B580 se situe entre la 7600 XT et la 6700 XT, ainsi qu'environ 5% au-dessus de la 4060, et quasiment 15% au-dessus de la 770 de la génération précédente. Par contre, on voit aussi que la 4060 Ti reste un bon 20% au-dessus par rapport à la B580 en moyenne. Et en 1440p, on voit que la B580 se maintient mieux que les cartes concurrentes, relativement parlant, puisqu'elle perd moins de performance sur le passage 1080p, 1440p que la 4060 ou la RX 7600. Et ça, c'était déjà le cas pour la 770. Alors, la raison de la chose, c'est probablement un manque d'efficacité au niveau de l'architecture qui n'exploite pas ses corps à fond en 1080p, avec un taux d'occupation des corps en dessous de ses concurrents, qui est un des problèmes que Tom Peterson d'Intel a reconnu lors de diverses interviews, et qui est un axe d'amélioration pour Intel pour la suite aussi. Après, il y a aussi des soucis au niveau des drivers et tout ça, pour pouvoir exploiter toutes les cartes à fond, donc il pourrait y avoir du progrès à ce niveau-là, mais ça pourrait rester similaire aussi. Donc bon, ça c'est les performances relatives en pourcentage, mais si on regarde ce que ça donne en chiffres, on voit que de toute manière, on arrive ici en 1080p à 83 fps de moyenne sur 25 jeux, et en 1440p, on arrive à 61. Donc même si Intel, au niveau de son marketing, a beaucoup orienté la carte vers le 1440p, car effectivement c'est à leur avantage au niveau des pourcentages et tout ça, ce niveau de puissance graphique, c'est plus cohérent pour du 1080p que du 1440p natif. Par contre, effectivement, pour du 1440p upscale, la carte fera le boulot, puisque grosso modo, les perfs avec upscaling en 1440p sont plus ou moins équivalentes aux performances du 1080p natif, avec au final une meilleure qualité d'image que le 1080p natif. Bon, après ça vous fait une belle jambe si vous avez un moniteur 1080p de toute façon, je sais. Donc bon oui, on peut arguer que la carte est capable du 1440p sur les jeux les moins gourmands, et pour les jeux les plus lourds, le 1440p upscale, c'est jouable. Mais c'est vrai que pour du natif, clairement, on est plus sur du matos orienté 1080p. Chez Hardware Unboxed, alors sur 12 jeux ici en 1080p, on retrouve la B580 entre la 6700 XT et la 3060 Ti. Donc on est un petit peu dans les mêmes eaux que chez Tech Power Up. Par contre, ce qu'on note aussi, c'est qu'au niveau de 1%, donc la stabilité du framerate, la B580 est moins bonne que les 4060 ou RX 7600. Et c'est important, puisque c'est un des soucis qui a également été relevé chez Gamers Nexus et Digital Foundry au niveau de leurs tests. Donc du côté des drivers, il reste encore du taf aussi pour le moment de la part d'Intel pour apporter de la stabilité aux performances. Et en 1440p, on voit que la B580 arrive ici quasiment au même niveau de performance que la 3060 Ti, ce qui est plutôt correct, mais on voit qu'ici encore, on est sous les 60 fps de moyenne. Ce qui veut dire qu'il faudra faire des concessions graphiques pour pouvoir jouer en 1440p dans pas mal de jeux. Et enfin, petit tour du côté de chez Hardware & Co, qui est un très bon site français pour les revues hardware, si ce n'est le meilleur, c'est aussi un des derniers, donc n'hésitez pas à aller les soutenir eux aussi, et aller voir leurs tests. Et donc chez eux, au niveau des moyennes, on voit qu'ici la B580 arrive à 5% au-dessus de la 4060 et 14% au-dessus de la RX 7600, et elle fait jeu égal avec la 7600 XT. Et on est toujours aussi grosso modo avec 20% d'écart par rapport au 4060 Ti. Pour le ray tracing par contre, dont on n'avait pas vraiment parlé jusqu'ici, on voit que la B580 progresse tout de même pas mal par rapport à la 770 avec quasiment 25% de performance en plus à ce niveau-là. Et clairement, Intel ici fait beaucoup mieux qu'AMD, où la RX 7600 s'effondre totalement aussi par manque de VRAM, puisqu'on voit que la 7600 XT se comporte quand même beaucoup mieux, et on voit que la 4060 se maintient quand même aussi mieux que la 7600, malgré le fait que les deux cartes aient seulement 8 Go de VRAM. Bon, tout simplement aussi parce que les cartes d'NVIDIA consomment moins de VRAM à scène équivalente. Et on voit que la B580 arrive donc au niveau de la 4060 sur la moyenne en ray tracing ici, ce qui est un plutôt bon résultat. Pour autant, ça rendra pas ce type de carte vraiment intéressante pour le ray tracing, puisque même en 1080p, il faudra souvent faire appel à l'upscaling pour que ce soit un minimum exploitable, ce qui réduit fortement l'intérêt de la chose. Hardware & Co ont également fait quelques tests en applicatif qui montrent, comme la dernière fois, qu'Intel se situe grosso modo entre AMD et Nvidia selon les applis. On voit par exemple ici sur Blender qu'Nvidia reste intouchable. Au niveau de l'encodage, Intel se montre apparemment plutôt compétitif avec Nvidia dans l'ensemble, et pour la génération d'images IA, la B580 a même un léger avantage sur la 4060. En plus de ça, la B580 a plus de VRAM, ce qui peut aussi être assez important au niveau IA pour la génération d'images. Après 12 Go, je pense que c'est pas optimal non plus. Pour les plus grands modèles, je pense qu'il vaudra mieux viser les 16 Go, voire plus. Au niveau de la consommation, la B580 consomme apparemment plus que les autres en idle, comme on peut le voir ici. Tout du moins au réglage de base, puisqu'on n'est pas loin du double de ce que propose Nvidia ou AMD sur ce type de carte, en dehors de si vous allez activer la SPM dans le BIOS de votre carte mère, et en paramétrant Windows en mode économie d'énergie maximum.
ce qui n'est pas vraiment une solution, je dirais, adaptée. Et c'est plutôt dommage, puisqu'en dehors de ça, en charge, en gaming par exemple, la B580 se retrouve grosso modo au niveau des cartes d'AMD, voire légèrement mieux, vis-à-vis de la 7600 XT par exemple, qui était quand même un poil excessive au niveau de sa consommation vis-à-vis de la 7600 de base, mais on reste malgré tout quand même très loin de la 4060, et c'est moins de 130 watts, qui est quand même diablement efficace énergétiquement parlant. Mais bon, quand même, vis-à-vis de la 770, c'est quand même une belle évolution, puisque la B580 est à la fois plus performante d'environ 20%, tout en consommant 20% de moins. Donc il y a quand même un joli progrès de ce côté-là. Et bien évidemment, il y a aussi beaucoup d'autres tests sur le net que je vous invite à aller voir si la carte vous intéresse, puisque selon les panels, les écarts entre les cartes peuvent varier, et aussi selon les jeux. Parce que les moyennes, c'est bien, mais ça ne vous donnera qu'une partie de l'histoire. Donc bref. La B580, je trouve ça quand même beaucoup plus encourageant et sympathique que la 770 à sa sortie. Intel a quand même bien progressé. La nouvelle architecture, même si c'est pas parfait vu la taille de la puce et le process utilisé, Intel reste au niveau du hardware un bon cran derrière ses concurrents, tout comme au niveau du software, puisqu'ils ont toujours besoin ici d'une puce bien plus grande que la 4060 et la 7600 pour arriver à un niveau de performance similaire. Mais les progrès sont quand même indéniables. Et pour moi, ici, sur les premiers tests parus, selon les prix et les situations, ces cartes-là me paraissent bien plus envisageables que sur la première génération. Malgré tout, j'irai toujours pas recommander ce genre de carte pour un utilisateur néophyte. Si je devais conseiller quelqu'un dans ma famille ou dans mes amis, par exemple, qui n'y connaîtrait rien en hardware, je ne recommanderais pas ces cartes-là, car je sais pertinemment que je devrais faire le SAV de temps en temps, et qu'il y a bien plus de chances de rencontrer des soucis avec Arc qu'avec une GeForce ou même une Radeon. Et certains tests montrent déjà des soucis de stutter et framerate instables, donc je dirais que pour un joueur compétitif, c'est pas non plus, pour l'instant, une carte que je recommanderais, tant qu'Intel n'améliore pas encore ses drivers, et j'espère que ce sera le cas. Par contre, pour un utilisateur averti, qui sait où il met les pieds, qui n'a pas peur de rencontrer des petits désagréments de temps en temps, c'est vrai que cette petite B580 peut potentiellement avoir sa place. On a des performances qui sont compétitives en jeu, c'est pas mauvais en appli, on a 12 Go de VRAM et un prix similaire aux 4060 et 7600 en promo. Pour moins de 300 €, ça se défend. Et j'apprécie de voir une carte venir un petit peu bousculer l'entrée de gamme qui était quand même assez déprimant ces dernières années. Mais plus que Nvidia, je trouve que c'est plus AMD qui a le plus à perdre ici. Puisqu'à choisir entre une RX 7600 et cette B580, j'aurais quand même tendance, par exemple moi pour mon usage, à partir sur la B580, si le prix est identique, puisqu'on a des prestations similaires, voire en moyenne un poil au-dessus en gaming, des meilleurs perfs en appli, un meilleur encodeur, plus de VRAM, et même au niveau de l'upscaling, le XISS c'est quand même bien meilleur que le FSR. Et même si j'aime pas l'upscaling en 1080p, ça reste un plus d'en avoir un de meilleure qualité en cas de besoin sur la durée de vie de la carte, surtout si on est très serré au niveau du budget. Et pour du 1440p upscale, c'est pareil, le XISS est souvent quand même bien meilleur que le FSR. Et je rappelle aussi que le XISS que vous voyez en utilisant une carte AMD ou Nvidia n'est pas le même que quand vous utilisez une carte d'Intel. Il y a deux versions du XISS, une pour les cartes Intel, la version XMX, et une version DP4A pour les autres fabricants. Grosso modo, une version hardware et une software. L'impact sur les perfs et la qualité d'image n'est pas la même. Vis-à-vis d'une 4060, par contre, c'est un petit peu plus délicat malgré tout, puisqu'au niveau des features, au global, l'offre Nvidia reste quand même imbattable à ce niveau-là. Le nombre de jeux où le DLSS est présent est bien plus large, et celui-ci conserve aussi un avantage sur la qualité d'image sur le XeSS. Les applications type broadcast, l'encodeur est très bon aussi, les performances en jeu sont très stables dans l'ensemble, la conso est ridicule. Enfin, le plus gros problème de la 4060, ça a toujours été ses 8 Go de VRAM et son tarif. Et comme je le disais la dernière fois, ce que je trouve très dommage, c'est qu'Intel arrive ici quand même assez tard, puisque le positionnement là n'est pas mauvais, mais il aurait été quand même bien plus impactant il y a un an, et ça aurait pu faire bouger les lignes sur l'entrée de gamme qui s'est quand même montré vraiment bof-bof ces dernières années. Ici, vu le timing et l'arrivée des nouvelles générations chez Nvidia et AMD au mois de janvier, ça laisse quand même aux deux marques le temps de se repositionner en conséquence ici en face d'Intel. Mais la bonne nouvelle malgré tout, c'est que ça poussera peut-être les deux acteurs habituels à se montrer un petit peu plus agressifs sur ce segment-là, ce qui poussera aussi peut-être Intel à devoir baisser son tarif assez rapidement aussi. Mais bon, ça Intel apparemment en est conscient, puisqu'encore une fois j'ai vu dans une interview, ils ont déjà indiqué qu'ils ajusteraient aux besoins, mais quand même, c'est dommage d'arriver si tard, ça aurait été quand même plus bénéfique dans l'ensemble qu'Intel débarque il y a 6 mois, voire un an. Mais bon, j'attends aussi de pouvoir tester ça moi-même, je prépare tout ça en ce moment, et on aura l'occasion de faire quelques gros face-à-face sur un très large panel de jeux récents et anciens,
tout comme je l'ai fait pour la 770 il y a quelques semaines, puisque pour la sortie ici, on est souvent sur des panels de test qui tournent entre 10 et 25 jeux assez récents. Moi, je veux aussi voir sur des jeux plus anciens si la compatibilité est bonne, et si les performances sont plus stables que sur la génération précédente, ou pas. Donc bon, quand j'aurai acheté et reçu ma carte, je ferai un test classique, suivi d'une ou deux autres vidéos sur des panels de test plus larges, avec différentes cartes en face à face. Mais bref, en attendant, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour ce premier avis, relativement positif ici quand même dans l'ensemble, tout n'est pas parfait, mais je suis quand même très content qu'Intel progresse, je suis très content qu'il s'attaque à l'entrée de gamme, qui est clairement en souffrance ces dernières années, c'est très bien d'avoir enfin 12 Go de VRAM pour moins de 300 €, et j'espère vraiment qu'ils continueront de progresser, et j'espère aussi que ça fera un petit peu bouger les concurrents. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez soutenir la chaîne, les machins pénibles de YouTube, c'est débile mais ça aide. Et si vous voulez des exemples de config types, les cartes graphiques du moment, c'est sur ma page Amazon dans la description de la vidéo. Et comme toujours, un gros big up aux membres soutien Ko-fi et YouTube qui aident la chaîne à survivre. Et donc, sinon on se retrouve aussi très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!